Bonjour à vous. La personne avec qui nous avons rendez-vous aujourd'hui, elle se trouve dans un hôtel, vous voyez, au pied de la tour Montparnasse. Elle n'est pas de Paris. Elle habite dans les Vosges et elle est aussi lumineuse, nature et bienveillante que la couverture de son livre. Regardez, Agnès Ledig nous fait l'honneur de cette rencontre entre vous et moi et elle va nous faire découvrir son abri de fortune. Voilà, allez, venez. Elle va, voilà. Vous êtes là, merci. Bonjour, enchantée. Enchantée. Votre abri de fortune parisien, en fait, oui. C'est ça? On y va? On y va. Allez-y. Alors voilà, nous voici installés. On est à l'hôtel. On n'est pas chez vous, évidemment. Vous n'êtes pas parisienne. Non. Et on a d'ailleurs décidé de se tutoyer pendant qu'on parlait là. Donc voilà, on va se tutoyer. Merci infiniment d'être là. J'ai terminé la lecture de votre abri de fortune, de ton abri de fortune, il y a à peine une semaine. Que ça fait du bien. Que ça fait du bien. Cette communion avec la nature. Alors juste vous dire, on s'est rencontrés avec Agnès il y a à peu près un an. Festival Salon du Livre de Vannes. Ça a été assez étonnant de voir ce sourire-là, un peu à l'écart, et te revoir là aujourd'hui. C'est un grand cadeau parce que ça fait du bien, cette bienveillance-là. Voilà. Et c'est pas du tout galvaudé, c'est juste, je crois, ce que tu es. La gentillesse, ça t'évoque quoi? La gentillesse, c'est un mot qui est très important à mes yeux parce que c'est devenu un mot un peu péjoratif. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, c'est un peu sot, un peu trop gentil. Et je trouve que la gentillesse, c'est une des valeurs humaines les plus importantes parce qu'elle englobe l'empathie, la bienveillance, le respect. Voilà. Quand on dit de moi que je suis gentille, je le prends vraiment comme un compliment parce que c'est tellement important dans notre monde d'être gentils les uns avec les autres. Oui, de plus en plus rare. Oui. Prendre soin des autres, ça a été ta vocation, ta profession pendant des années puisque tu as été sage-femme. C'est exactement ça, c'est prendre soin de... C'est mon verbe de vie en fait. Effectivement, sage-femme, je prenais soin de mes patientes et aujourd'hui, en prenant soin de mes personnages, j'essaie de prendre soin de mes lectrices et mes lecteurs. Il y a un rapport à la femme qui est assez particulier dans tes livres et notamment dans le dernier. Les femmes qui sont fortes et fragiles à la fois. Tu te sens justement ce devoir de protéger ces femmes que tu as si longtemps suivies? Alors, je pense que j'ai appris en étant sage-femme à montrer aux femmes la force qu'elles ont à l'intérieur. Et c'est pas les protéger, c'est les armer en fait de leur propre force. Et quand je les assistais pendant l'accouchement, plusieurs fois j'ai vu cette force intérieure qu'on a, parce que l'accouchement c'est le moment où on a besoin de toutes ces forces. Et j'ai vu des femmes qui étaient au bout du bout, elles disaient j'y arriverai pas, et elles avaient un sursaut de force. Donc après, quand je faisais la préparation à la naissance, je disais aux femmes enceintes, c'est comme la cale d'un bateau, la cale est vide, vous n'avez plus de force, mais il y a encore une trappe en dessous, vous avez encore une trappe et encore des forces en dessous. Est-ce que l'écriture a été pour toi cette trappe? Oui, peut-être, tu as raison. Peut-être qu'elle m'a permis de reconvoquer des forces que je pensais avoir perdues et qui étaient là. La vie, tout simplement? Oui. Tes lecteurs le savent, les gens qui te connaissent le savent, peut-être que d'autres vont l'apprendre. Tu as vécu le décès de ton enfant. L'écriture peut-elle permettre d'aimer la vie malgré tout? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais comment on peut survivre à ça? Et pour moi, survivre, c'est survivre. C'est vivre un peu plus haut, un peu plus fort que juste vivre. Et c'est vivre presque pour deux. C'est l'honorer que de vivre vraiment cette vie-là.
cette citation qui, moi, m'a beaucoup touchée parce qu'elle dit beaucoup de toi. Parmi les jeunes adultes se trouvent encore quelques enfants fragiles qui peinent à lâcher des mains. C'est difficile de lâcher la main. Est-ce que écrire pour les autres permet aussi de dire à celui ou celle qui vous entend, qui vous lit, vas-y, tu peux y aller? J'ai envie que mes romans, ce soit justement comme si je prenais la main des gens pour les amener quelque part, mais effectivement pour leur lâcher la main après. Quand quelqu'un va pas bien et qu'on le prend dans les bras, on a tendance à le bercer un petit peu, comme le bébé qui est bercé dans le ventre. Et en tant qu'adulte, je pense qu'on garde les mêmes besoins que le bébé in utero, que le tout petit bébé. C'est-à-dire que le besoin d'être enveloppé, le besoin d'être réconforté, le besoin de douceur, la protection, etc. Et être adulte et dire qu'on n'a plus besoin de tout ça, à mon avis, c'est illusoire. C'est quelque chose qu'on pense avoir mis de côté, mais qui est là. Et je pense que les adultes qui ne vont pas bien, c'est parce qu'ils n'ont pas cette partie-là cette part d'enfance. Et moi, je sais que je suis restée une enfant au fond de moi avec ces besoins-là, mais aussi avec la capacité d'émerveillement de l'enfant, un peu l'insouciance, la naïveté. La naïveté. Quel beau mot. Ouais, mais alors c'est difficile dans notre monde parce que quand on est naïf... Très galvaudé aujourd'hui. Et puis on se prend des camions, quoi, hein, parce que... C'est bon de savoir que tu es naïve, hein, parce que moi je suis, donc j'adore. Donc au fil du temps, j'apprends aussi à voir les clignotants, parce que quand on est naïf, on peut facilement se faire avoir. Bien sûr. Par des personnes malveillantes, et c'est d'autant plus difficile quand on est soi-même bienveillant envers les autres, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment cette personne a pu me faire ça ou abuser de ma naïveté, de ma confiance. Donc on apprend avec le temps, mais... Et pour autant, tu y crois encore à cette vie-là, à la naïveté? Oui, bien sûr. Mon papa nous disait toujours, je préfère être naïf et me faire avoir de temps en temps que de me méfier de tout. Et ce qui est assez étonnant, et c'est pas Pascal qui nous filme qui me contredira, c'est que les gens qui se sont succédés derrière la caméra partagent tous et toutes un peu de cette naïveté, de cette bienveillance. Je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus dans les rencontres. De toi aussi. Voilà. Et ça réchauffe. Ouais. Tu cites Alain, Tchekhov, Claudel, Proust, Musset. Pas besoin de citer aussi parce qu'il y a des très belles citations qui viennent de toi. Quelle est celle qui te porte chaque jour? Alors, j'en ai deux. Il y en a une qui est très longue, dont je ne me souviens pas par cœur, c'est celle de Ralph Waldo Emerson sur réussir sa vie. Ouais. Savoir que quelqu'un, quelque part, a mieux respiré parce que vous êtes là, qu'est-ce que c'est beau. Et puis, il y a la phrase de Tchekhov, soyez juste, le reste viendra de surcroît. Et avec le temps, avec l'âge, plus j'avance, plus je vérifie cette phrase-là. C'est-à-dire quand on est juste, les choses arrivent spontanément dans le bon sens. Et quand on n'est pas juste avec soi, c'est-à-dire quand on subit des choses, quand on prend des décisions contre soi, ou il y a un moment donné où ça coince, où ça frotte, où il y a quelque chose qui fonctionne pas. Depuis quelque temps, tu as décidé de vivre dans une ferme. Peut-être l'essence perdue, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai appris le sens du mot sens, qui veut dire ferme. Oui. Voilà. C-E-N-S-E. Exactement. Oui. Et peut-être c'est retrouver l'essence aussi de sa vie. La tienne, elle est inscrite là. Ces fleurs, ces animaux, cette couleur verte que tu aimes et dont tu parles aussi dans Un abri de fortune. Et je la découvre aussi sur ton corps. Oui, alors ça c'est tout récent, c'est en cours de fabrication. Ça monte très haut et puis ça revient là, mais j'avais envie de rendre hommage à la nature. Et parce qu'on est en train de la détruire, donc c'est comme si je voulais en sauvegarder un petit morceau symboliquement. Certains nous diront vous êtes naïve, très bien,
Vous croyez aux fleurs, vous croyez à l'amour, vous croyez au souffle d'un cheval qui vous comprend. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là qui n'y croient pas ou qui n'y croient plus? Que j'assume pleinement cette case dans laquelle on me range de naïveté par rapport à la beauté. Mais je leur dis, mais venez, venez vivre au contact de la nature et puis on en reparle. Parce que je pense qu'elle fait des miracles et on est la nature. J'essaye vraiment dans ce roman de montrer à quel point la nature peut nourrir l'humain au propre et au figuré. C'est-à-dire qu'elle est notre nourriture physique pour nos cellules et elle est aussi notre nourriture affective. Se nourrir avec la musique également. Quelle est la tienne? Celle qui t'a accompagnée sur celui-ci, par exemple, cet abri de fortune. Alors, j'ai une playlist très variée, mais généralement, c'est des musiques anglaises, avec des paroles anglaises, parce que je ne parle pas bien anglais, donc comme ça, je ne suis pas perturbée par les paroles. Plutôt douces, et plutôt douces, berçantes, poétiques. Alors, j'aime beaucoup Yodelis. My frozen blood runs free again. I'm falling in love again. Il y a Billie Eilish, I Love You. Celle-là, elle est waouh, incroyable. Enfin voilà, j'ai plein de musique. Pour On regrettera plus tard. Je me souviens que j'ai des retours en arrière historiques qui se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'écoutais toujours la même musique de Ludwig. We're 10th first seat, and we're still growing more. It's a brave new world that I'm heading for. Have you read it? Hey. Le plus joli mot de dictionnaire. Emberlificoté. Ça... Déjà parce que c'était un mot qu'aimait beaucoup notre fils et du haut de ses 5 ans, il le connaissait. Il arrivait à dire emberlificoté. Mais parce qu'on lui faisait lire des histoires, enfin on lui racontait des histoires assez compliquées. Lui Froumette, c'est Daniel Picouli, il utilise des termes compliqués pour les enfants et je trouve ça admirable parce que c'est comme ça qu'ils apprennent le vocabulaire. Et il aimait bien ce mot-là. Et en plus, emberlificoté, dans le mot, il y a la signification. Le mot le plus détestable du dictionnaire. Acariâtre, c'est un mot... il y a les r, les cr, voilà. C'est pas joli. Non. On n'a pas envie de l'être en tous les cas. Non. Le plus tard possible. Ah non, jamais, jamais. Allez, ton gros mot préféré? Celui que tu dis comme ça, pour faire du bien aussi quelquefois. Moi, je dis merde. Ouais, c'est aussi un mot qu'on dit pour porter bonheur, donc ça rattrape un petit peu, mais ouais, j'ai tendance à le dire assez facilement. Ouais. Pour venir à Paris, tu as laissé ta ferme, tes animaux, et notamment ton chien, qui s'appelle comment? Romy. Romy. Les animaux, c'est ta vie. C'est un bonheur, là en ce moment on a les petites chevrettes elles sont nées début avril, donc elles ont 1 mois et demi, donc on les nourrit au biberon 3 fois par jour et c'est un bonheur. Quand on sème une graine, on plante de l'espoir. Moi, je me lève le matin pour prendre soin des gens autour de moi, prendre soin des chevrettes, prendre soin de mes légumes et prendre soin des lecteurs. Donc, cette notoriété, j'aimerais qu'elle serve à quelque chose. Je n'ai pas besoin pour mon ego. Je suis heureuse en dehors de ça. J'étais heureuse avant et je le serai après. Mais j'aimerais la rendre utile à quelque chose, prendre soin, voilà. Mais en tous les cas, on se sent mieux après t'avoir parlé et je pense que Pascal qui est là aussi, j'espère que vous aussi qui nous entendez. Merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.
Merci.